Bienvenue dans le 8e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au menu de cette édition, l'interview de Sylvain Dernat, ingénieur à l'INRAE, qui nous parlera de Serious Game, mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, la 8e édition de l'appel à projet annuel de notre GIS Jeux Société. Pour rappel, voici quelques types d'actions possibles et concernées par notre appel à manifestation d'intérêt. L'aide à la réalisation de missions, de recherche-action, de projets didactiques ou de journées d'études, ou encore des colloques sur le thème du jeu, l'aide au renforcement du lien entre la société civile et la recherche scientifique, l'aide à la publication ou à la traduction en langue étrangère d'articles sur le jeu publiés en français, l'aide à l'achat d'équipements de recherche, comme des logiciels, des licences ou du petit matériel scientifique. Il ne reste que quelques jours pour y répondre, le dépôt de dossier étant possible jusqu'au 15 décembre inclus. Plus d'informations en description et sur notre site Ludocorpus. Più Libri, Più Liberi, la foire nationale de la petite et moyenne édition, se déroule à Rome du 4 au 8 décembre. L'occasion pour la Fondation Benetton de présenter ses publications et notamment Ludica, la revue dédiée à l'histoire du jeu. La revue Ludica fête son 27e anniversaire cette année, en 2021, et en ce mois de décembre sortira le 16e tome de la série, consacré aux jeux et aux nouvelles entre le XIIIe et le XVe siècle, de Matteo Sartori. Sachez que Ludica est coédité par Viella et coordonné par Gerardo Ortali et Alessandra Rizzi. Quelle a été la place des probabilités au cours de l'histoire ? C'est la question à laquelle se propose de répondre le séminaire « Les probabilités au cours de l'histoire » de l'ENS Paris. Organisé par Victor Rabier, Olivier Rioul et Laurent Maziac, les sessions, lancées depuis le mois de septembre, se prolongent jusqu'à la fin de l'année. La prochaine rencontre se déroule mercredi 8 décembre à 17h. Pierre Crépel de l'Institut Camille Jordan, Université Lyon 1, y parlera de d'Alembert et des probabilités. Le chercheur abordera l'épisode, notamment, de la querelle entre Bernoulli et d'Alembert sur l'estimation mathématique et des avantages de l'inoculation de la variole, vers 1760, mais aussi de la façon dont Condorcet et Laplace ont pu répondre aux doutes soulevés par le scientifique à l'égard des dites probabilités. Véronique Dazen est professeure d'archéologie classique à l'université de Fribourg, spécialisée en anthropologie et archéologie culturelle ancienne. Elle anime également le projet ERC Locus Studi. Marco Vespa est philologue classique. Ses intérêts de recherche incluent la seconde sophistique, le théâtre comique, et l'étude anthropologique des textes scientifiques de la Grèce antique. Les deux chercheurs viennent de publier aux presses universitaires de Liège un ouvrage intitulé « Jouer dans l'Antiquité classique, définition, transmission, réception ». Sur le fond, ce volume pluridisciplinaire examine comment des cultures anciennes peuvent être reconstituées méthodologiquement et souhaite apporter de nouveaux éclairages sur des questions cruciales concernant les continuités et discontinuités culturelles, ainsi que sur la définition des jeux dits traditionnels. Voyage au pays des maths et des jeux. Comment faire découvrir les mathématiques de façon aussi érudite que ludique ? C'est le pari de la série documentaire animée intitulée Voyage au pays des maths, diffusée sur la chaîne franco-allemande Arte. Imaginée par Denis van Varebeek et diffusée sur le site arte.tv et la chaîne YouTube éponyme, la série de 10 épisodes apporte un éclairage sur des notions, découvertes et concepts mathématiques au sein desquels le jeu a bien entendu toute sa place. Citons par exemple un épisode dédié à l'économie des jeux, à partir du dilemme du prisonnier, ou au célèbre programme informatique du jeu de la vie. Bonjour Sylvain. Bonjour Boris. Bienvenue sur Ludocorpus et dans notre émission d'entrée de jeu. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, tout d'abord, pour commencer, je vais vous poser une question classique. Pouvez-vous vous présenter ?
Bien, bonjour à tous. Donc, Sylvain Dernat. Alors, pour introduire mon propos, je vais peut-être revenir sur mon parcours de formation déjà. Alors, j'ai une formation en sciences de l'éducation, notamment au niveau master, et j'ai continué ensuite en thèse de doctorat, une thèse mixte sciences de l'éducation et géographie sociale. Et mon travail de thèse portait sur une thématique assez prégnante en géographie, c'est la désertification médicale, et plus précisément pour moi la désertification des vétérinaires. Et le lien avec les sciences de l'éducation est venu du fait que j'ai utilisé le jeu dans ma thèse comme un outil pour aider à répondre à cette problématique de la désertification et notamment faire jouer de futurs potentiels vétérinaires pour qu'ils découvrent les territoires ruraux et qu'ils puissent discuter de leurs futures installations. Donc avec un jeu que j'ai réadapté qui s'appelait le jeu de territoire et que j'ai donc mobilisé dans ma thèse. Par la suite, j'ai continué en recherche au sein de l'unité mixte de recherche territoire, qui est une unité de l'Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement, l'INRAE, pour lequel je travaille aujourd'hui en tant qu'ingénieur. Et donc, au sein de cette unité de recherche, moi, je travaille plus particulièrement sur l'accompagnement des transitions en général, des publics des territoires ruraux, que ce soit grand public, élus, mais principalement, dans mon cas, les agriculteurs, et donc plus particulièrement de la transition agroécologique. Alors, une des particularités de notre unité de recherche, qui est une unité qui travaille sur ces transitions dans les territoires, c'est de mobiliser des jeux sérieux. Et notamment, dans notre unité de recherche, on a développé à peu près 9 jeux qui servent justement à répondre à nos thématiques. Et alors, ce qu'il faut savoir, la particularité qu'on a, c'est que ce sont des jeux qui peuvent être des jeux pour la formation, c'est-à-dire l'apport de connaissances ou la médiation scientifique, mais plus particulièrement, nous faisons des jeux pour l'action, c'est-à-dire des jeux qui ont une visée transformative dans la société et qui visent du coup à accompagner directement les acteurs des territoires, soit en les aidant à des processus de décision, soit aller jusqu'à utiliser le jeu comme outil de conception de nouvelles pratiques. Donc voilà, dans les grands traits, mon parcours et ce que je fais actuellement. Alors, j'aimerais que vous reveniez un petit peu sur ce que vous nous avez dit. Pouvez-vous nous parler un peu plus de l'UMR Territoire et quels sont notamment ses axes de recherche? Alors, les axes de recherche de l'UMR, c'est justement de comprendre et d'accompagner les transitions dans les territoires, principalement les territoires ruraux. Donc, c'est une unité de recherche qui est principalement composée de géographes, d'économistes, mais aussi de biotechniciens pour les aspects agricoles, et aussi des chercheurs en sciences sociales, dont je fais partie. Et plus particulièrement, on utilise des jeux comme je l'ai dit, hein, comme un outil pour l'action, c'est-à-dire pour accompagner nos projets de recherche et pour aider les transitions des acteurs des territoires. Alors, je fais un petit focus en arrière. Cette unité de recherche, elle travaille pour l'INRAE dans un département qui s'appelle ACT, au sein de l'INRAE, et le département ACT est aussi un département large de l'INRA qui mobilise des jeux sérieux. Pour information, on a fait une petite enquête l'année dernière au sein de l'Institut, et l'Institut a réalisé, enfin les chercheurs de l'Institut ont réalisé pas moins d'une quarantaine de jeux au service justement des thématiques de l'INRAE sur l'agriculture, l'alimentation ou l'environnement. Vous avez été lauréat de l'appel à projet du GIS Jeux et Société, et cette dotation a permis le développement du jeu Lagrange. Alors, en quoi consiste ce jeu? Quelle était son origine, l'origine de sa réalisation, et quelle est sa vocation? Alors, l'origine du jeu de Lagrange, c'est une origine très pratique. C'est dans le cadre d'un projet avec des agriculteurs d'une AOP fromagère au sein de la Loire, pour ne pas citer la fonte de Montbrison, pour ceux qui y connaissent. Et avec les éleveurs étaient face à une problématique de développement, c'est-à-dire de pouvoir comprendre comment ils allaient pouvoir projeter leur territoire dans le futur et imaginer des possibles pour leur filière et pour leur ferme de manière individuelle. Et donc, on avait un problème, c'est qu'on n'avait pas de jeu vraiment approprié pour les aider à faire ça, pour aider à cette prospective. On avait des jeux de prospective déjà, il y en a pas mal qui existent déjà à l'INRAE, mais ils étaient difficilement applicables en fait sur cette thématique-là, et spécifiquement parce que la thématique de l'élevage est une thématique très prégnante dans la société aujourd'hui et qui n'engage pas que des considérations technico-économiques, mais aussi des considérations environnementales, sociales, culturelles.
Et donc, il nous fallait un outil qui nous permette de pouvoir faire dialoguer les personnes, en fait, les individus, les acteurs autour de cette thématique-là. Donc, on a eu l'idée, comme on en a l'habitude, hein, d'utiliser la modalité du jeu, qui nous permet d'activer en fait la réflexion sur l'idéal, les processus de décision et les mécanismes de décision aidés par les règles de jeu, le fait que le jeu il permet aussi d'être dans cette incertitude de la partie, cette incertitude du résultat qui engage le flow pour les différents joueurs. Et donc, on utilise ces mécanismes-là du jeu pour amener les acteurs du territoire à réfléchir entre eux à leur futur. Donc pour ça, on a conçu un jeu qui s'appelle Lagrange, donc il s'appuie pour nous sur de la modélisation de systèmes socio-écologiques, donc c'est des théories issues des thématiques environnementales, agro-environnementales, qu'on a réinjectées dans le modèle du jeu. Et on a développé celui-ci sous un format d'un jeu très simple. Alors, je reprends l'expression d'un collègue, Niels Ferrand, qui travaille aussi à l'INRAE, qui dit on développe des jeux dits minimaux, c'est-à-dire des jeux qui ne coûtent pas très cher à développer, qui sont assez faciles à développer, qui sont faciles à jouer aussi, qui ne demandent pas une appréciation, une capacitation très grande des acteurs. Ils peuvent très facilement être joués, mais qui par contre ont le maximum d'impact. Donc, c'est vraiment sous ce format-là qu'on a voulu développer Lagrange, en faisant un jeu de plateau qui se joue au tour par les joueurs et qui permet aux joueurs d'échanger en fait leur propre vision et de rentrer dans un processus de décentration, pour reprendre une terminologie de psychologie sociale, et de comprendre finalement les attentes des autres et d'essayer de co-construire finalement un projet ensemble pour le territoire. Donc, on a construit Lagrange sur ce modèle, avec l'aide notamment du financement du GIS, hein, qui nous a permis notamment de développer les aspects graphiques, parce qu'on n'avait pas les compétences pour cela. Et ce jeu, il a fait l'objet d'un premier prototype qui a été joué du coup avec les acteurs sur le territoire et qui a donné pleinement satisfaction, ce qui nous a permis de continuer le développement du prototype, de l'améliorer toujours grâce au financement du GIS. Et aujourd'hui, ce jeu, on arrive à un point où il est utilisé de manière concomitante pour l'action, c'est-à-dire dans d'autres projets de recherche, hein, mais également en formation, puisque moi-même je l'utilise en enseignement, mais j'ai des collègues aussi qui le mobilisent dans le cadre d'enseignement, en IUT, en master, en école d'ingénieur, pour faire comprendre aux étudiants les différents tenants et aboutissants de l'élevage dans les territoires et dialoguer notamment au travers de thématiques sociétales, hein, comme la fin des régimes carnés, le véganisme ou d'autres, ou le bien-être animal par exemple, et permet de discuter de tous ces éléments. Donc, un mode à la fois pour l'action et un mode pour l'enseignement de ce jeu qui trouve son sens des deux côtés, et des perspectives de développement aussi maintenant futures pour l'appliquer à l'agriculture de manière globale et pas simplement qu'à l'élevage. Donc, une ouverture avec de futurs développements à réaliser pour nous, et surtout la mise en place pour ce jeu d'un mode en print and play. Donc, qui correspond tout à fait en fait à notre philosophie, c'est-à-dire que c'est un jeu libre accès. Il est sur un site dédié qu'on a dédié au jeu Lagrange, hein, et où les gens peuvent télécharger le modèle papier, le découper et le mobiliser très très rapidement, puisqu'il est assez facile d'accès, comme on l'a expliqué, et il permet vraiment de jouer avec des acteurs ou avec des élèves ou des étudiants très très simplement et de manière très rapide. Donc voilà les tenants et aboutissants en fait du jeu Lagrange, qui aujourd'hui rentre en fait dans une phase d'un peu de roulement, on va dire, dans son utilisation, mais fait l'objet de développement futur, hein, dans lequel on va le mobiliser, soit dans des projets de recherche, des projets de recherche-action, hein, avec des acteurs sur les territoires, soit dans l'enseignement. On voit que le jeu occupe une place centrale dans vos actions. Et quelle va être votre actualité prochaine, notamment en ce début d'année 2022? Alors, c'est vraiment une bonne question, parce que c'est précisément 2022, pour nous, c'est une grosse année en termes de jeu. On a fait passer, notamment grâce à vous, au travers du GIS, mais aussi très très largement dans toutes les communautés de créateurs de jeux en France, une grande enquête nationale qui visait à recenser en fait tous les jeux qui avaient été créés dans les thématiques de l'INRAE, enfin qui nous intéressent, c'est-à-dire les thématiques agricoles, environnementales et d'alimentation. Et
on a été quand même un peu surpris de voir qu'il y en avait autant de jeux qui a été créé. On va dire que le jeu devient vraiment un outil très prégnant sur cette thématique-là. Alors, nous, on fait toujours un peu le pendant avec notre expérience et qu'on sait que c'est pas nouveau, hein, même s'il y a un développement très fort aujourd'hui, une mobilisation très forte par les acteurs de ce domaine-là. Ne serait-ce que chez nous à l'INRAE, on a des jeux sur ces thématiques-là qui ont maintenant 20-30 ans. Et on utilise ces jeux-là depuis, enfin, la modalité du jeu depuis un certain temps. Par contre, on voit vraiment une explosion récemment, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, du développement territorial, de la médiation scientifique, de la mobilisation du jeu. Donc cette grande enquête nationale, en fait, elle avait une double visée. La première, c'était d'avoir un espèce de recensement scientifique pour nous qui va nous permettre de travailler les données, de comprendre quelles sont les motivations des créateurs du jeu, dans quel cadre ils le font, quels sont les mécanismes de jeu qui sont mis en place, les modalités, les supports de jeu qui sont utilisés. Donc ça, c'est vraiment de la compréhension scientifique. Et l'autre idée, c'est de servir un projet de plateforme que l'on est en train de mettre en place et qui va être inauguré là en 2022, qui s'appelle Gemae. Et derrière Gemae, en fait, il y aura trois choses. La première, c'est cette ludothèque, c'est-à-dire à partir de ce redensement, on va mettre en place une ludothèque numérique, déjà, qui sera accessible à tous via un site en ligne, donc où tout le monde pourra prendre connaissance de ces jeux, pour certains les télécharger quand ils sont en print and play ou en version numérique, ou prendre contact avec les créateurs si les gens veulent pouvoir y accéder, parce que une des limites en fait de ces créations de jeux, c'est que le jeu reste souvent cantonné à son créateur ou à une faible utilisation. Donc là, c'est vraiment donner accès plus large à ces jeux-là, les recenser, à utiliser. On va avoir un site qui permet de faire des recherches sur différents types de critères, donc qui permettra soit des enseignants, soit des agents du développement, soit des chercheurs, soit voilà, tout type de public de mobiliser ces jeux. Ludothèque aussi physique. Alors là, on n'a pas encore réfléchi à la modalité. C'est soit nous, on prête les jeux qu'on acquiert, ou soit on essaie de faire une ludothèque de manière un peu décentralisée un peu partout en France pour que ce soit plus facile d'accéder pour les populations qui veulent mobiliser ces jeux. Donc ça, c'est l'aspect ludothèque de Gemae. Et ensuite, on aura aussi un aspect gaming lab, donc avec un enjeu de recherche en fait autour de toutes ces thématiques de jeu, soit porté par la plateforme elle-même, avec notamment des recherches sur l'utilisation des jeux et, on va dire, la preuve de l'utilité des jeux dans l'apport qu'ils peuvent avoir en termes d'action sur le terrain auprès d'acteurs des territoires, mais aussi en termes d'enseignement, de médiation. Je pense notamment au phénomène des jeux en ligne, type Farming Simulator, hein, par exemple, hein, qui ont un vrai impact sur la manière dont on se représente l'agriculture aujourd'hui. Donc c'est un processus de jeu ou aide aussi à l'évaluation de jeu pour des personnes extérieures qui souhaiteraient nous mobiliser pour utiliser nos compétences scientifiques d'évaluation des jeux pour analyser leurs propres jeux ou voir l'impact de leurs jeux dans le réel. Donc ça, c'est l'aspect plutôt Gaming Lab. Et en fait, il y a enfin le dernier aspect, c'est l'aspect ressources, puisque Gamei mettra en place une plateforme de ressources sur l'image d'un Fab Lab, hein, un peu de ce qu'il y a à Paris à Experis, et qui permettra en fait à des potentiels créateurs de jeux d'être accompagnés dans ce processus de création, déjà de leur montrer tout ce qui peut exister, hein, pas faire de redondance, hein. Et puis les amener jusqu'à la création de prototypes pour les aider dans ce processus-là, corriger des fois les erreurs qu'il peut y avoir sur les prototypes, trouver des partenaires et aussi les aider à la communication sur leur jeu et aussi à la propriété intellectuelle, puisqu'on a aussi cet angle-là, hein, puisque la question de la propriété intellectuelle des jeux n'est pas forcément évidente. Et c'est aussi un aspect sur lequel on souhaite accompagner. Donc, ce n'est pas une plateforme qui s'adresse uniquement à des chercheurs, hein, c'est vraiment une plateforme qui s'adressera à l'ensemble du public, notamment grâce à la ludothèque, mais aussi à l'ensemble des gens qui souhaitent créer des jeux sur les thématiques environnementales, agricoles et d'alimentation, et qui souhaiteraient trouver de l'aide pour y accéder, pour y arriver. Écoutez, merci Sylvain pour cette actualité riche et réjouissante, et je vous dis à très bientôt Merci sur à le vous. Corpus. Merci beaucoup. Pour celles et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur le Corpus.